Bienvenue à toutes celles qui sont présentes. Bonjour Alexia, Aurélie, Aurélia, Laetitia. Bienvenue à toutes. C'est la première fois que je fais un live sur Facebook, un live sur l'endométriose. Ok, merci Laura. Donc, bienvenue à toutes. Ah oui, effectivement, j'ai les messages en décalé, donc c'est pas grave. Je vais suivre ça de toute façon et s'il y a des questions, on verra à la fin. J'ai fait un post hier, une publication où je vous demandais si vous aviez des questions, donc j'ai tout pris en note et on y reviendra tout à l'heure. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, je me présente brièvement et ensuite on va rentrer dans le sujet en parlant de l'endométriose et on viendra au temps des questions après. Donc tout d'abord, bienvenue à toutes, que vous soyez concernées par l'endométriose ou pas, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Céline, je suis naturopathe spécialisée en endométriose. J'ai été formée spécifiquement à cette pathologie. Je suis aussi professeure de yoga. Je vais vous expliquer comment je suis venue au yoga via l'endométriose un petit peu plus tard. Et donc, quand l'occasion est venue pour parler de l'endométriose, je me suis dit que c'était bien pour toutes celles qui sont atteintes, qui cherchent des solutions alternatives, et aussi pour juste pour faire parler de cette maladie, parce que c'est encore trop méconnu. Il y a énormément de femmes qui souffrent sans savoir qu'il y a des solutions qui existent, sans même savoir qu'elles sont atteintes de cette pathologie. Donc c'est hyper important d'en parler et de permettre aux médecins de diagnostiquer ça plus rapidement. Donc brièvement, moi mon parcours c'est quoi? Et bien en fait du plus loin que je me souvienne de mes premières règles qui sont arrivées, j'avais à peu près 10 ans et demi et j'ai toujours eu mal au ventre, toujours pendant mes règles. Des douleurs hyper intenses, de pas pouvoir aller à l'école, de pas pouvoir avoir une vie normale pendant que j'avais mes règles. Donc très vite on m'a mis sous pilule pour réguler le cycle, pour avoir moins de douleur et pouvoir être sous hormones pour soulager la douleur. Et quand j'avais à peu près une vingtaine d'années, je sais plus, 22-23 ans, j'ai voulu passer à quelque chose de plus naturel comme contraception. Je savais pas que j'avais l'endométriose. On m'a toujours dit c'est normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles, c'est dans votre tête, ça va passer, prenez des médicaments. Donc pour celles qui connaissent, je prenais de l'Antadis 3, 4, 5 fois par jour pendant mes règles qui duraient parfois jusqu'à 10 jours. Donc voilà. Et quand j'ai voulu passer au naturel, eh bien j'ai décidé d'arrêter les antidouleurs, les anti-inflammatoires, les antalgiques et arrêter la pilule. Donc je suis passée au stérilet au cuivre. Et je l'ai gardé pendant environ 4 à 5 ans. Et les 2-3 premiers cycles, ça allait. Et au fur et à mesure, eh bien, ça s'est compliqué. Ça s'est compliqué parce que les douleurs sont revenues. Donc je savais qu'en ayant une contraception naturelle, ce serait plus difficile parce que j'avais des règles abondantes, parce que j'avais très mal au ventre. Donc qui dit pas d'hormones dit des règles normales. Et en fait, c'est redevenu très abondant, voire hémorragique, des douleurs à chaque fois pendant les règles. Et au fur et à mesure des cycles, des mois, eh bien, j'avais des douleurs un peu avant, un peu après. Et au fil du temps, j'avais des douleurs H24, tous les jours, que j'ai mes règles ou que j'ai pas mes règles, que mes règles durent 5 jours ou 15 jours, parce que ça arrivait aussi, j'avais tout le temps mal. Et en fait, dans mon parcours de vie, donc j'étais esthéticienne. J'ai arrêté ce métier-là pour partir faire une année d'études à l'étranger. Et notamment, bon, après, j'ai continué à voyager pendant un peu plus de 2 ans. Et c'est notamment quand j'étais en Australie que j'ai eu la chance de prendre plus de temps pour savoir ce que je voulais vraiment faire de ma vie. J'ai changé aussi mon alimentation, je suis devenue végétarienne. Je faisais attention à tout ça et je sentais quand même que ça me faisait du bien au niveau de mes douleurs de règles. Mais je ne savais pas encore pour l'endométriose. Et quand j'étais là-bas, je me suis pas mal renseignée parce que là-bas c'est un peu plus connu qu'en France. Et j'ai fait mes petites recherches et je me suis dit, c'est bizarre, tous mes symptômes correspondent à peu près à l'endométriose. Mais vu qu'en France on n'en parlait pas et que moi je voyageais beaucoup, je me suis dit on verra ça plus tard.
Et quand je suis rentrée en France, j'ai supplié, mais vraiment supplié mon médecin traitant pour qu'il me fasse passer une IRM, puisqu'en fait, j'avais déjà passé des examens précédemment parce que douleur tout le temps, j'avais tout le temps des infections urinaires, des problèmes de digestion, mais c'était normal selon les médecins. Et là, je l'ai supplié pour une IRM et donc j'ai réussi à l'avoir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'IRM a révélé que j'avais de l'endométriose. Donc à l'époque, cette première IRM, c'était endométriome au niveau de l'ovaire gauche, principalement, et des ligaments hétérosacrés. Donc là, la radiologue me dit oui, oui, vous avez de l'endométriose, allez voir un gynéco spécialisé et il vous dira quoi faire. Ok, j'ai vu 2-3 gynécos. Et moi, à l'époque, j'étais toujours sous stérilet au cuivre, donc c'était il y a 2 ans et demi à peu près. Donc c'est tout récent, hein, le diagnostic. Et tout le monde voulait me donner soit une pilule, ménopause artificielle, vraiment des choses à base d'hormones que moi je refusais parce que j'étais passée au stérilet au cuivre pour plus de naturel et c'était hors de question pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis restée comme ça quelques temps. La naturopathie était entrée dans ma vie, le yoga aussi. J'avais pas mal de méthodes naturelles qui me permettaient de soulager ces douleurs quand j'avais des crises au quotidien, puisque les douleurs et les crises étaient quotidiennes en fait. Il y a des jours où je pouvais même pas me lever pour aller travailler. Il y a des jours où je pouvais pas me lever juste pour aller de mon lit à mon canapé, c'était les seuls pas que je faisais, et aussi aller aux toilettes, parce que là, le côté pas glamour, désolée, mais quand on a l'endométriose et parfois des atteintes digestives, en fait, le système digestif est complètement déréglé, et moi, dans mon cas, j'allais aux toilettes hors période de règles, environ 3, 4, 5 fois par jour, et quand j'avais mes règles, entre 5 et 10 fois par jour. Et je me vidais, hein. Donc clairement c'est pas glamour, mais c'était la réalité. Et donc voilà, j'avais changé pas mal de choses dans ma vie, ma manière de penser également, donc ça a influé oui positivement quand même sur les crises qui étaient moins intenses. J'arrivais mieux à les gérer, sauf qu'en fait c'était quand même pas tenable. J'ai repassé 6 mois après une nouvelle IRM qui l'a donné encore plus de lésions. J'avais la maladie qui avait quand même bien flambé. Et entre-temps, j'ai appris que le stérilet, au cuivre ou pas, mais le stérilet... Si j'enlève les écouteurs, vous allez mieux m'entendre. Merci Alexia, je sais pas à quel moment vous m'entendiez plus du coup. Je vais continuer parce que les commentaires sont un peu en décalage, plus de son. Est-ce que c'est mieux sur les écouteurs ? Ok. J'attends votre retour pour savoir si vous m'entendez sans les écouteurs. Un petit moment de latence en attendant que vos réponses parviennent jusqu'à moi. Là c'est bon. Ok, merci Alexia. Ok, merci Agnès. Donc je sais pas jusqu'où vous avez entendu, mais juste pour revenir que voilà, j'ai décidé de me faire prendre en charge par un bon chirurgien expert en endométriose et j'ai décidé de me faire opérer pour repartir sur des bonnes bases saines. Ok, à partir du stérilet. Ok, merci. Merci Noémie. Et donc oui, le stérilet, c'est vraiment à proscrire quand on a l'endométriose. C'est hyper inflammatoire, donc ça va faire juste flamber la maladie. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est vraiment ce que ça a fait. Ok, merci les filles, super. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai décidé de me faire suivre, de me faire opérer pour partir sur des bases saines et reprendre tout ce que j'avais mis en place niveau alimentation et d'autres choses dont je vais vous parler après. Et en fait, je me suis fait opérer il y a un peu plus d'1 an. Et en même temps, je me suis fait retirer le stérilet au cuivre, évidemment, et j'ai dû prendre la pilule suite à l'opération, puisque normalement avant et après l'opération, ils nous recommandent soit ménopause artificielle ou pilule pour mettre le corps au repos. Mais moi, j'avais décidé de pas la prendre avant. Et en fait, quand je me suis réveillée, c'était
C'était plus important que prévu, l'opération a duré plus longtemps. Finalement, j'avais des atteintes aux ovaires, aux trompes, tous les ligaments utérosacrés. J'ai une endométriose profonde et digestive, donc ils m'ont coupé 12 cm de côlon, ce qu'ils n'avaient pas forcément vu à la radio à la base, et surtout de l'adénomiose. Donc en fait, l'adénomiose, c'est une forme d'endométriose, mais qui est présente que dans l'utérus. L'endométriose, ça vient partout autour, et l'adénomiose, c'est spécifique dans l'utérus. Donc adénomiose sévère, j'en ai partout dans mon utérus. Donc voilà. Et depuis ça, j'ai pris la pilule pendant quasiment 1 an, et là, je l'ai arrêtée depuis presque 1 mois. Parce que pour moi, ça allait pas avec mes valeurs de prendre la pilule. C'est vraiment un choix personnel, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, chacune fait comme elle le souhaite. Moi, j'ai décidé d'arrêter. J'ai quand même pris 1 an alors que je voulais apprendre 3-4 mois. Et là, je fais confiance à mon corps, j'ai mis pas mal de choses en place et on va voir ce que ça donnera. Donc voilà, j'arrête un petit peu de parler de moi, je vais parler de l'endométriose un peu plus en détail. Je vais présenter ce que c'est pour celles qui ne savent pas forcément. Alors, l'endométriose, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une maladie chronique, inflammatoire, qui touche les femmes, évidemment. Officiellement, c'est 1 femme sur 10. Mais on est plutôt à 2 femmes sur 10 maintenant, parce qu'il y a entre 7 à 10 ans d'errance médicale. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Le problème, c'est que les professionnels, les médecins, ne sont pas assez formés sur cette pathologie. Du coup, tellement une maladie complexe que c'est difficile de poser un diagnostic. Je vais vous parler des symptômes juste après, et il y en a tellement de différents. Ça peut être tellement de choses qu'on ne met pas forcément le doigt sur l'endométriose tout de suite. C'est pour ça que ça peut prendre du temps. Et souvent, les femmes le savent quand elles essaient d'avoir un enfant et que ça ne fonctionne pas et qu'elles font plein de tests et elles se rendent compte à ce moment-là. Parce que l'endométriose, il faut le savoir, c'est la première cause d'infertilité en France. Et ça représente à peu près l'endométriose et l'infertilité. L'infertilité, c'est présent chez 40% des femmes qui ont l'endométriose. Donc endométriose ou adénomiose ne veut pas dire infertilité, mais ça peut jouer sur certaines femmes, surtout l'adénomiose, puisque l'adénomiose, ça tapisse vraiment tout l'utérus, et une grossesse peut se faire, l'œuf peut se féconder, sauf que la probabilité que ça tienne, en fait, c'est plus délicat, je sais plus, mais moi, quand on m'a dit que j'avais de l'adénomiose, on m'a dit que c'était multiplié par 3 ou 4 le risque de fausse couche. Donc voilà. Si vous avez des questions entre deux, n'hésitez pas à les poser, hein, j'y répondrai au fur et à mesure aussi. Je regarde mes notes si j'oublie pas ce que je vous dis. Donc oui, l'endométriose, maladie chronique inflammatoire. Donc je vous ai fait un petit dessin. Alors, soyez tolérante avec moi, je suis nulle en dessin. Il faut pas se parler négativement, mais franchement, j'ai essayé de vous faire un bel utérus. Voilà, mes talents, vous voyez que c'est pas la même chose des deux côtés. Alors, là, vous avez l'utérus, ici, et là, les trompes de Fallope de chaque côté, et les ovaires qui sont au bout. Et là, on arrive sur le vagin. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, normalement, quand c'est sain, tout ce qui est en rouge, c'est pas là. Quand on a de l'endométriose, donc ça peut être sous forme de lésions, de kystes, d'adhérence, ça peut venir coller des organes entre eux, coller la vessie, coller le côlon, venir boucher. Il y a plein de formes possibles. Et en fait, l'endométriose, c'est tous ces petits points rouges qui vont venir se coller un peu partout, sur les ovaires, les trompes. Ça commence par le petit bassin, parce qu'en fait, ça vient de l'utérus et ça passe par les trompes pour venir dans les ovaires. Ça peut venir sur les ligaments utérosacrés, ça peut venir sur la vessie, le rectum, les intestins. Partout en fait, ça commence par le petit bassin, système digestif, ça peut atteindre le diaphragme, les poumons et même dans certains cas le cerveau. Donc c'est vraiment, en fait, pour l'imager, c'est une sorte de cancer avec plein de métastases qui vont partout, mais qui ne tuent pas en soi. Donc voilà. Et en fait, dans un cas normal, une femme sans endométriose, au moment des règles, eh bien, la muqueuse de l'utérus, ici en rouge, un peu plus épaisse, va venir s'épaissir, dans l'hypothèse d'avoir une grossesse,
Et finalement, vu qu'il n'y a pas de grossesse, et bah là, ce qui est en rouge, cette muqueuse, va se désagréger et tomber, sortir, et c'est les règles. Donc ça, c'est dans un cas classique. Dans un cas d'endométriose, bah, c'est la même chose, il y a des règles du sang qui s'écoulent, mais en fait, il y a des cellules endométriales qui vont venir migrer et bah, sur les autres organes aux alentours. Sauf que ces cellules endométriales, eh bien, elles suivent le processus hormonal de chaque cycle, et à chaque cycle, elles vont venir saigner et s'inflammer partout sur les organes où elles sont présentes. Voilà ce qu'est l'endométriose. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire oui, donc du coup, c'est une maladie hyper complexe parce qu'il y a plein de symptômes différents. Donc, on peut avoir mal au ventre pendant ses règles, évidemment, en dehors des règles également. On peut avoir des douleurs lombaires, tout le dos, des douleurs qui viennent dans les jambes, telle une sciatique, et ça va descendre dans les jambes. On peut avoir des nausées, des vomissements. On peut avoir des diarrhées, constipation, surtout s'il y a des atteintes digestives. Mal à l'épaule aussi. Si jamais vous avez plus mal à l'épaule au moment de vos règles, ça peut être un signe d'endométriose au niveau du diaphragme. On ne penserait pas à se dire on a mal à l'épaule, c'est de l'endométriose. Et pourtant, c'est l'un des symptômes. Les douleurs pendant les rapports sexuels, notamment la pénétration, c'est pas normal d'avoir mal quand on a nos règles. C'est peut-être pas de l'endométriose, mais en tout cas, souvent quand on a de l'endométriose, notamment localisée à certains endroits, il y a des douleurs à la pénétration. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah oui, aussi des douleurs, tout ce qui est urinaire, défécation, c'est pas normal, ça peut être des symptômes. Donc en fait, tout ça, c'est tellement générique et ça peut être d'autres pathologies. C'est pour ça que c'est difficile de poser un diagnostic pour l'endométriose. Et surtout, il faut savoir, le message vraiment que je veux faire passer, ce n'est pas normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles. Alors d'avoir mal au ventre parce que ça travaille au niveau ovarien, au niveau hormonal et que vous avez mal au ventre, vous prenez un anti-inflammatoire, ça passe, ça oui, ça travaille, c'est normal. Mais d'avoir mal au ventre, de prendre des médicaments que ça ne passe pas, d'être obligé de prendre des médicaments plus forts, de ne pas pouvoir se lever pour aller travailler, de ne pas pouvoir faire des activités de la vie courante et avoir certains ou tous les symptômes que je vous ai dit, c'est pas normal. Sincèrement, c'est pas normal. On me l'a répété pendant tellement d'années. Et non, c'est pas normal. S'il vous plaît, si vous avez mal au ventre, le message important, c'est de consulter et d'alerter les médecins. Moi, j'ai dit à plein de gynécologues, on m'a jamais écouté, jamais cru, et pourtant, l'endométriose était là. Alors Agnès, les saignements hors règles peuvent-elles avoir un rapport? Oui et non. Les saignements hors règles, c'est pareil, ça peut être pas mal de choses. Là, c'est vraiment spécifique. Si tu as l'endométriose et que tu as des règles, les saignements hors règles, si tu as des saignements en dehors des règles et que tu as l'endométriose, faudrait peut-être savoir faire un bilan avec ton gynéco pour voir. Si jamais tu n'as pas d'endométriose et juste que tu te poses la question, tu pourras venir un peu plus tard en MP, en message privé pour m'en parler, puisque une des choses qui rend l'endométriose encore plus complexe aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas une, mais des endométrioses. En fait, chaque femme qui est atteinte aura des atteintes, des sensations différentes, et on ne peut pas faire de généralité. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour vous, et c'est ça qui rend un peu plus complexe. Agnès, on pourra voir ça un peu plus ensemble si tu veux me donner le contexte pour que ce soit plus facile pour répondre à ta question. Et oui, donc après, ça va jouer aussi sur tout ce qui est humeur, poids, parce que souvent quand on a de l'endométriose, on a des traitements allopathiques, donc médicamenteux, qui vont fluctuer le poids, les problèmes de confiance en soi, les difficultés d'avoir des relations, que ce soit des relations intimes, des relations professionnelles, des relations sociales. Donc ça agit vraiment sur pas mal de sphères. Et j'avais une question, mais j'y reviendrai après, c'est qu'en fait, l'importance des lésions n'est pas proportionnelle aux douleurs. On peut très bien avoir une endométriose, ce qu'on va dire superficielle, légère, et avoir des douleurs atroces.
A contrario, on peut très bien avoir de l'endométriose un peu partout au niveau du petit bassin, des organes digestifs, et de ne quasiment rien sentir. Les endométrioses asymptomatiques, il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'une femme sur 10, je pense qu'on est vraiment très très loin du compte. Ensuite, je voulais vous parler aussi, j'ai des questions à ce propos, traitement et diagnostic. Alors, pour le diagnostic de l'endométriose, il y a 3 choses. Alors, il y a d'abord, enfin, 2 choses. Il y a l'imagerie et la chirurgie. Même si la chirurgie, pour moi, c'est pas forcément le meilleur diagnostic. Alors, l'imagerie, ça va être des échographies, notamment intrapelviennes, pour voir s'il y a des kystes ou des lésions. Ensuite, il y a aussi l'imagerie de l'IRM. Donc là, l'IRM, ça permet vraiment de voir plus généralement au niveau du petit bassin, du système digestif, s'il y a des atteintes, des kystes, des adhérences. Mais c'est là le gros point d'attention, c'est que ça ne se voit pas forcément sur les imageries, que ce soit échographie, même un scanner ou une IRM, on peut avoir une endométriose qui ne se voit pas. Pour vous dire, moi, pendant des années, j'avais passé scanner, échographie, et je me rappelle une fois, à cause d'une infection urinaire, c'était marqué pas de traces d'endométriose, alors qu'on ne cherchait pas du tout l'endométriose à l'époque. Et sur d'autres examens, rien n'apparaît. La première fois que c'est apparu, c'était sur une IRM, parce que même encore quelques semaines après, j'ai fait une échographie, et le gynécologue ne savait pas en fait si j'étais en ovulation ou si j'avais un kyste d'endométriose. Donc il était spécialisé en endométriose. Je ne veux pas porter de jugement, mais moi sur les échos, c'est jamais vu. Et sur les IRM, entre ce que j'avais vraiment, on m'a dit endométriose, endométriome sur l'ovaire gauche, ligament hétérosacré, c'est tout. Et ce que j'avais vraiment, donc partout sur trompe, ovaire, utérus, côlon, enfin tout le petit bassin, ça s'est pas vu. Donc en fait, ce que je vous conseille, si vous êtes en suspicion, ou si vous avez, oui, surtout si vous êtes en suspicion d'endométriose, ou même si vous avez besoin de faire un examen, notamment l'IRM, c'est d'y aller quand vous avez vos règles. Les médecins ne nous disent pas forcément, et en fait, bah oui, quand on a nos règles, ça se voit plus, mais ce qui est logique, vu que c'est inflammé, ça se voit. Enfin, moi, je fais le parallèle avec un sapin de Noël, quand il est éclairé, vous voyez encore plus les illuminations. Bah là, c'est pareil. Si vous êtes en repos, éteinte, on va peut-être voir un peu, mais si vous êtes en pleine illumination, en mode Noël, ça va se voir quand même un peu plus facilement. C'est tout bête, mais quand ça s'inflamme, il y a peut-être certaines lésions qui vont grossir un peu et se montrer un peu plus grosses. Quand il n'y a pas les règles et qu'il n'y a pas forcément de douleur hors règles, ça va être un peu plus au repos. Donc surtout, n'hésitez pas à demander et à vraiment vous affirmer pour avoir l'examen en période de règles, parce que moi, la radiologue qui est spécialisée, elle m'a dit non, il n'y a pas de différence. Et j'ai fait hors règles et avec règles, on voyait vraiment la différence des examens. Donc pensez bien à ça. Et sinon, la troisième méthode pour le diagnostic, c'est la chirurgie. Moi, je conseille pas forcément, les médecins vont pas vous le conseiller forcément parce que c'est quand même une chirurgie invasive. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on ouvre, même si c'est juste une cellule, hein, donc on passe par le nombril, c'est tout, il n'y a pas de grosse cicatrice. Mais même en faisant ça, en fait, le fait de faire une chirurgie, ça peut créer d'autres adhérences. Donc on ne va pas juste ouvrir pour voir si vous avez de l'endométriose et appuyer le diagnostic. Non, c'est vraiment, sauf si il n'y a aucun résultat aux examens et que vous ne pouvez vraiment plus le vivre au quotidien, où là ils vont peut-être vous proposer l'opération, enfin la célioscopie, mais c'est pas ce qui est le plus recommandé. Même si du coup quand on ouvre par célio, là s'il y a des atteintes, on va le voir directement. C'est le seul vrai moyen de faire l'état des lieux. Donc voilà, échographie, IRM, célioscopie. Mais privilégiez d'abord l'écho et l'IRM, même si ça ne se voit pas dans tous les cas, faites-le vraiment quand vous avez vos règles. Et au niveau des traitements, donc il n'y a pas de traitement qui existe pour l'endométriose, malheureusement. Et les seuls qu'on peut nous proposer, c'est la prise d'hormones, donc soit par pilule en continu, soit ménopause artificielle. Donc pilule en continu, c'est comme une pilule classique, sauf que vous n'arrêtez pas pour la semaine pour avoir vos règles, vous la prenez tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et en général, c'est difficile de trouver une pilule qui nous réussit, donc on change plusieurs fois pour en trouver une qui nous convient à peu près. Et sinon, ménopause artificielle. Donc ménopause artificielle, c'est une piqûre qu'on vous fait une fois tous les... Alors en général, ça peut aller jusqu'à 3 mois, à renouveler tous les 3 mois. Sauf qu'il faut savoir que les piqûres de ménopause artificielle, en général, hein, pour tout le monde, il y a d'autres femmes hors endométriose qui en ont, c'est 9 mois. Donc 9 mois maximum de piqûres. Et pour les femmes qui ont de l'endométriose, jusqu'à 1 an. Normalement, 1 an, c'est le temps maximum où on peut bénéficier de la ménopause artificielle, parce qu'après, ça peut avoir trop d'effets délétères et secondaires pour le corps. Mais souvent, en cas d'endométriose, les femmes qui ont la ménopause artificielle ont des piqûres pendant plus longtemps que ça. Ensuite, alors, j'ai parlé des symptômes, les traitements, diagnostics. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Au niveau du traitement aussi, moi, ce que j'ai mis en place et dans mon métier, quand j'accompagne les femmes à ça, c'est tout ce qui est solution naturelle, puisque pour moi, c'est holistique en fait. On prend en charge l'être humain dans sa globalité, et c'est pas juste un médicament pour venir mettre en sourdine un symptôme, même si dans le cas d'endométriose, ça peut faire du bien. Là, c'est vraiment une prise en charge globale sur le plan physique, émotionnel, spirituel. On prend tout en compte. Pour moi, il n'y a pas une solution miracle. C'est vraiment plein de petites choses mis bout à bout qui vont permettre de se sentir mieux. Et ça, c'est comme l'hygiène de vie, c'est comme toute pathologie en règle générale. C'est un ensemble de choses. Si on veut courir un marathon demain, on ne va pas courir comme ça du jour au lendemain. Non, on se prépare physiquement, on fait attention à ce qu'on boit, on fait attention à ce qu'on mange, on peut prendre des compléments alimentaires si besoin, voilà, on se prépare. Et bien là, c'est pareil, on prend tous les aspects. Donc au niveau des méthodes naturelles, donc moi je vais vous dire ce que j'ai mis en place. Donc c'est notamment la naturopathie et le yoga qui m'ont amené à ça. La naturopathie, donc d'ailleurs j'ai écrit un e-book, si ça vous intéresse, je vous le mettrai, je pourrais vous donner les références en commentaire. J'ai écrit un e-book qui s'appelle La naturopathie pour soulager les douleurs d'endométriose, et sincèrement c'est un guide que j'aurais aimé avoir quand j'ai eu mon diagnostic, parce que quand on a le diagnostic on se dit ouf, enfin moi c'est ce que je me suis dit, mais d'un autre côté je me suis dit ah oui mais ça va être un peu embêtant parce que c'est une maladie qui n'est pas forcément curable, en tout cas on parle pas de guérison en France, et c'est quand même assez compliqué parce qu'on ne sait pas comment ça vient. Ça je l'ai pas dit tout à l'heure, mais vu qu'on ne sait pas comment ça vient, c'est délicat, il n'y a pas de vrai traitement mis en place, donc c'est un petit peu délicat. Et la médecine allopathique reste sur les traitements classiques, sauf qu'il n'y a pas que ça. Et moi avec la médecine traditionnelle, notamment la naturopathie, qui est une médecine traditionnelle, j'ai trouvé des solutions. Donc pour vous parler des solutions, il y a plusieurs piliers, donc je m'appuie sur la naturopathie, les 3 piliers principaux et qui sont vraiment hyper importants, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'aident encore aujourd'hui, c'est l'alimentation, l'activité physique et la gestion des émotions. C'est vraiment 3 piliers essentiels pour toute hygiène de vie en temps normal, mais encore plus en cas d'endométriose, puisque en cas d'endométriose, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Donc là, je vais vous donner des indications génériques, mais encore une fois, on a toutes des endométrioses différentes, des corps différents, des atteintes différentes, des modes de vie qui sont propres à chacun d'entre nous, à chacune d'entre nous. Et donc c'est vraiment à voir selon les intolérances alimentaires, les atteintes, notamment les atteintes digestives. On va faire encore plus attention. Quand on a nos règles et les crises, on va être encore plus strict entre guillemets. Ça va peut-être vous paraître un peu strict si vous ne connaissez pas du tout l'alimentation anti-inflammatoire, mais je peux vous assurer que ayant des atteintes digestives et une endométriose assez sévère et profonde, même s'il n'y a pas de comparaison à avoir, ça m'a vraiment soulagée et fait du bien. Donc, au niveau de l'alimentation anti-inflammatoire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains aliments qui vont venir inflammer l'organisme et d'autres qui vont venir calmer plutôt. Donc, ce qui va être des catégories d'aliments qui vont être à éviter et d'autres à favoriser. Donc, ce qu'il y a à éviter, c'est tout ce qui va être inflammatoire pour l'organisme. Le sucre, les produits industriels, les produits laitiers,
Le gluten, alors c'est un petit peu, c'est valable pour l'adénomiose aussi. Laetitia, oui. J'ai de l'adénomiose aussi, donc endométriose, l'adénomiose, c'est pareil. Ça vient créer de l'inflammation à chaque cycle, donc oui, oui, c'est valable aussi pour l'adénomiose. Je disais sucre, produits industriels, produits laitiers, gluten, tous les excitants. J'ai oublié des choses à mon avis. Alors le sucre, ça va être tout ce qui est sucre ajouté, tout ce qui va être... après, on peut en manger ponctuellement, évidemment, mais là, je vous donne les grandes lignes, tout ce qui va être viennoiserie, produits préparés, produits industriels, produits transformés, et puis tous les sucres blancs aussi. Si vous ajoutez du sucre blanc, bah, vous êtes mieux à mettre... vous êtes mieux à mettre par exemple du miel, ou si vous êtes végétalienne, à mettre du sucre de canne, ou du sucre de coco. Du sirop d'érable, des choses qui sont un peu plus naturelles. Au niveau des j'ai dit quoi, produits transformés, donc ça se rejoint. Produits laitiers, donc les produits laitiers, ce qui est un petit peu embêtant, c'est la caséine. La caséine, c'est la protéine du lait, notamment présente dans le lait de vache plus que dans les laits de brebis ou de chèvre. Mais de toute façon, si vous regardez une vache, une chèvre et nous, déjà, au niveau de la taille, on se dit que c'est un peu plus logique de boire du lait de chèvre. Bon, je suis végétarienne lienne, donc c'est aussi un peu mon discours, mais alors là, c'est en aucun cas je forcerais ou j'induirais quelqu'un à devenir végétarien. C'est juste que bah, le lait de vache, déjà on voit la taille de la vache et la nôtre, on se doute bien qu'on va pas assimiler de la même façon. C'est plus difficile pour nous d'assimiler du lait de vache que du lait végétal par exemple, ou que du lait de chèvre. Moi par exemple, je sais très bien que le lait de chèvre, maintenant, le chèvre, tout court, parce que j'aime quand même le fromage, c'est le seul petit point négatif chez moi. Le fromage de chèvre le digère très bien. Par contre, tous les fromages à base de lait de vache fermenté, alors là c'est une catastrophe, je les digère plus du tout. Donc protéines, la caséine, voilà, pour le lait. Les excitants, tout ce qui va être thé, café, alcool. Le thé et le café, ça contient de la théine et de la caféine, donc on évite d'en boire trop. Si vraiment on ne peut pas s'en passer, on diminue un petit peu et surtout on arrête d'en boire après 17-18 heures, 17 heures plutôt. Et on ne met pas de sucre blanc dedans, évidemment. Voilà, moi après, voilà, je donne les indications, mais enfin, vous sentez pas trop frustré. Qu'est-ce que je disais d'autre? Le gluten, alors le gluten c'est un peu à controverse. Je pense que notamment dans les atteintes digestives, et même il faut faire le test sur plusieurs semaines, mois, voir si ça vous réussit ou pas. Moi je suis partisan de tout tester. On essaie, on voit si ça fait. Alors on n'essaie pas pendant une semaine, hein. Le gluten c'est au moins 2-3 mois d'éviction. C'est pour ça que c'est important de vous faire accompagner par une naturopathe qui est spécialisée notamment en pathologie inflammatoire ou en endométriose, ou diététicienne qui est spécialisée en endométriose. Qu'est-ce que je disais? Donc, thé, café, alcool. Alcool, si vous devez en boire, privilégiez plutôt le vin rouge, ou oui, le vin rouge qui est un peu mieux toléré, ou vraiment en petite quantité, de la bière blonde, des choses très, très légères. Mais bière blonde, bah, il y a de l'orge, du gluten. Donc vaut mieux éviter. Ensuite, il y avait aussi la viande rouge et la charcuterie. C'est plein d'acides gras, trans, saturés. Déjà en temps normal, la viande rouge, il faut la choisir de qualité et en manger juste 1 à 2 fois par semaine. Là c'est pareil, faut mieux hésiter. Manger plutôt de la viande blanche, des œufs, des poissons, des protéines végétales. Protéines végétales, vous avez le choix. Il y a toutes les légumineuses. Si jamais le soja ça va, vous pouvez prendre du tofu. Il y a le quinoa, il y a pas mal de protéines naturelles, plein de graines d'oléagineux qui sont riches en protéines. La graine de chanvre est hyper riche en protéines. Moi, si j'ai pas de mes légumineuses, je me fais une salade, je mets des graines de chanvre, je suis sûre d'avoir ma protéine dans mon repas. Le fort index glycémique, donc tout ce qui va être farine blanche, donc la baguette, le pain de mie blanc, les galettes de riz, c'est hyper fort au niveau des index glycémiques. La farine blanche, les pâtes blanches, le riz blanc. Donc privilégier le riz complet au lieu du riz blanc, les pâtes complètes au lieu des pâtes blanches. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des choses à éliminer. Ça fait quand même pas mal de choses, je sais. Mais vous allez me dire qu'est-ce qu'on mange? On a encore pas mal de choses à manger. Tous les fruits
Et les légumes, faites-vous plaisir, allez-y. Juste les crucifères, si vous avez des atteintes digestives, faites un petit test. Tout ce qui va être chou, parce que ça fermente, ça a tendance à donner des ballonnements et des gaz en temps normal. Donc voyez si ça vous réussit ou pas. Donc, fruits, légumes, la consommation d'oméga 3. Donc oméga 3, que ce soit de manière animale ou végétale. Si c'est animal, c'est tous les petits poissons gras. Ça peut être du maquereau, du saumon, du hareng, du flétan, des sardines, des œufs. Tout ça, c'est plein d'oméga 3. Ou sinon, si c'est de manière végétale, ça va être des huiles végétales, comme les huiles de lin, les huiles de chanvre, huile de colza, huile de noix, huile de cameline. Tout ça, c'est riche en oméga 3. Ce qu'il faut privilégier aussi, c'est les cuissons douces. Donc tout ce qui va être hyper cramé à la poêle et cramé au four, c'est inflammatoire. En cas d'endométriose, au four, on recommande 110 degrés maximum. Tout ce qui va être, pour le four, je veux dire. Après, tout ce qui va être marinade, papillote, cuisson à la vapeur, à l'eau, en bain-marie, tout ça, ça passe, c'est très bien. En fait, ça ne va pas détruire les nutriments. Vous allez manger l'aliment avec tout ce qu'il va vous apporter. Donc ça, c'est le point positif. Qu'est-ce que j'ai oublié? Toutes les épices, les aromates, les graines, les oléagineux, les graines germées aussi. Et les aliments santé. Donc dans les aliments santé, on retrouve les graines, les oléagineux et aussi le chocolat noir. Chocolat noir, 70% minimum. Donc voilà, pour se faire plaisir quand même. Et puis tout ce qui va être céréales sans gluten. Donc céréales sans gluten, ça va être quinoa, riz, ça va être millet, amaranth, sarrasin, tous les styles de pâtes. Alors pas les pâtes sans gluten classiques à farine de riz blanc et de maïs, parce que le maïs est inflammatoire aussi, j'ai pas précisé tout à l'heure. Les pâtes comme ça, c'est vraiment pour les gens qui sont intolérants au gluten. Là, en cas d'endométriose ou d'adénomiose, c'est plutôt de manger des pâtes à base de farine de sarrasin, de farine de légumineuse, de patates douces, farine de riz, des choses plutôt classiques. Donc je pense que j'ai fait le point sur les aliments. C'est quand même un gros point, mais l'alimentation, c'est vraiment quelque chose de très très important dans la prise en charge des douleurs de l'endométriose. Pour vous donner une idée, moi dans mon e-book, je vais pas vous dire ça fait la moitié, mais ça prend bien sur 80 pages, ça prend au moins 20, entre 20 et 30 pages. Donc voilà, ensuite je vais continuer avec les autres choses qui moi me soulagent et qui peuvent soulager d'autres femmes. Le deuxième pilier que je vous parlais tout à l'heure, c'est l'activité physique. Donc j'ai eu une question à ce propos. C'était par rapport au sport et l'endométriose, donc des exercices qui ne conviendraient pas à une femme qui a de l'endométriose. Donc je peux pas faire de généralité en disant tel exercice ça va pas aller, celui-ci ça va aller. Ça dépend vraiment des femmes. Moi je sais qu'avant de me faire opérer, c'était impossible pour moi de faire du sport, à part du yoga, du yin yoga. C'est les seules choses que je pouvais faire. Je ne pouvais plus courir, je ne pouvais plus marcher trop longtemps. De toute façon, debout, assise trop longtemps dans une position, ça n'allait plus. Ça va être vraiment au cas par cas. Je vais dire si vous... Voilà, en fait, il faut écouter son corps. Si vous sentez qu'il y a un sport que vous aimez, qui vous fait du bien, faites-le. À partir du moment où ça vous donne trop de douleur, arrêtez un peu, essayez de passer sur autre chose ou d'adapter en fonction de vos douleurs, ou de le faire quand vous vous sentez un peu mieux pendant le mois et de faire autre chose pendant vos règles. Des sports conseillés ou déconseillés, donc du coup ça se rejoint. Moi ce que je conseille vraiment par contre, c'est le yoga. Le yoga, moi personnellement, ça m'a sauvée dans plein de situations, plein de crises. Encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis formée au yoga et que je me forme encore parce que c'est vraiment un super outil. Je dis pas que ça soulage tout, mais il y a certaines postures qui sont vraiment très antalgiques pour moi et qui me permettent de soulager tout ça. J'ai quelques postures dont je peux vous parler. Par contre, comment vous les montrer? Je vais vous mettre... on va se mettre directement sur le tapis. Je vais vous les montrer en direct. Alors, je vais reprendre ma feuille pour me rappeler, pour bien vous les montrer. Alors, séance de yoga. J'avais gardé mon tapis, j'avais une séance tout à l'heure. Alors, la première, il n'y a pas d'ordre. En fait, au niveau des postures qui vont soulager, ça dépend aussi comment vous vous sentez, évidemment. Mais souvent, on a tendance à venir porter les mains sur le ventre et se recroqueviller sur soi.
Donc ce que vous pouvez faire, c'est la posture de l'enfant, si vous connaissez le yoga. En fait, on vient sur les genoux, on met les gros orteils ensemble, on s'assoit sur ses pieds et on apporte la poitrine sur les genoux, le front au sol, et soit en mettant les bras vers l'avant ou alors vers l'arrière. À la limite, vers l'arrière, c'est peut-être un peu mieux, de façon à être bien recroquevillé. Et vous restez ici quelques instants. Donc ça, c'est vraiment des postures de yin yoga où on peut rester longtemps en général. En cas de crise, je pense qu'on reste un petit peu moins, c'est sûr. Mais ça, c'est la première posture, la posture de l'enfant. Ensuite, la deuxième posture que je peux vous montrer, c'est quand on est sur le dos et on va juste amener ses genoux à sa poitrine. Vous venez attraper vos genoux avec vos mains et vous faites des petits mouvements de balancier de gauche à droite, ce qui va permettre de masser la colonne vertébrale et de relâcher les tensions au niveau du ventre. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah oui, là, vous restez allongé. Bon, en jean, c'est pas le plus pratique, je vous avoue, mais quand on est en crise, souvent on n'est pas en jean. C'est de venir dans la posture du papillon. Donc en fait, vous avez les jambes pliées, vous venez ouvrir les genoux sur les côtés et joindre vos pieds. Et vous restez ici. Donc là, il y a deux possibilités pour cette posture. Soit vraiment on s'allonge et on met des coussins sous le dos pour venir surélever un petit peu. On reste ici, on met aussi des coussins en dessous des genoux, si les genoux ne touchent pas le sol. Et la deuxième option de cette posture-là, c'est de la faire assise, c'est-à-dire venir, donc c'est pareil en jean, c'est pas évident, d'amener les pieds ensemble, peu importe que ce soit plus ou moins loin au niveau du bassin. Et ici, et ça va être de mettre les mains sur les pieds et de venir relâcher complètement la tête. Donc là c'est pareil, il ne faut pas avoir un jean ou quelque chose qui vienne vous serrer, il faut être vraiment libre pour venir se relâcher complètement. Et qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah oui, les jambes au mur. Alors là, les jambes au mur, c'est tout simple. Vous mettez votre tapis le long du mur, si vous avez un tapis de yoga, mais même sans, vous pouvez le faire. Vous venez vous asseoir contre le mur et vous levez les jambes au niveau du sol. Voilà. Alors, ça fait déjà quelques postures. Mais après, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé selon votre niveau de yoga, si vous avez des questions pour les postures, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà pour les postures de yoga. Donc la question, c'était des sports à conseiller. Donc moi, je conseille vraiment, mais vraiment le yoga. Après, ça peut être aussi juste d'en faire régulièrement. Et comme ça, le jour où il y a une crise, c'est plus facile de faire la posture et de venir calmer la douleur. Après, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la natation, si vous aimez ça. Ça peut être... En fait, il n'y a pas vraiment un sport à conseiller ou à déconseiller. Moi, je dis en période de règles, évitez tout ce qui est fort impact, course à pied, tennis, des choses vraiment où on va sauter et bien faire travailler au niveau du ventre. Pas trop de fort impact quand on a nos règles. Donc voilà ce que je peux conseiller. Et des postures à éviter ou au contraire à favoriser. À ce que je viens de te dire. Donc là c'était la question de Chloé, pardon, j'ai pas précisé. Chloé André, je sais pas si tu es là pour le live en direct. Et aussi de bien maintenir sa posture, parce qu'on a tendance à venir se recroqueviller et à relâcher les épaules vers l'avant. Mais de se tenir droit, ça va permettre de bien fluidifier l'énergie. Et je vais revenir après sur les respirations, mais c'est vraiment important de se tenir droit. Donc voilà, aussi ce qui est important au niveau de l'activité physique, donc faites l'activité que vous voulez, ça peut être du yoga, de la marche, peu importe. Ce qui est hyper important aussi, c'est de se muscler au niveau de l'abdomen, parce que quand vous êtes musclé, vous allez avoir une posture qui va être mieux tenue, les abdos vont être un peu plus engagés et ça va permettre de mieux diminuer les douleurs et les crampes musculaires, les crampes qu'on a quand on a nos règles et qu'on est en crise. Et aussi entretenir son périnée. Donc Maïté nous avait fait un super live à ce sujet. Je vous laisse aller le regarder si ça vous intéresse. Là par contre c'est mieux de se faire accompagner par un kiné dans un premier temps pour savoir comment est votre périnée. Parce que maintenir un périnée en bonne santé, on dit pas musclé, on dit un peu fort je crois.
Maïté, tu me diras si c'est ça ou pas, mais oui, un périnée qui est en santé, bah, ça évite d'avoir bah, aussi des fuites urinaires ou fécales parce que ça pourrait arriver. Donc voilà, un périnée bien fort, on va dire ça comme ça. Aurélie, le flux instinctif est-il compatible avec l'endométriose? Alors, euh, oui et non. Ça dépend ce qu'on entend par flux instinctif. Parce que pour moi, il y a le flux instinctif où on va vraiment se retenir pendant un certain temps. Et puis, quelques minutes, heures après, on va aller aux toilettes pour vider. Là, moi, je dirais pas trop parce qu'en fait, j'en ai pas parlé, mais le fait de retenir à l'intérieur, ça peut créer des chocs toxiques. Donc là, on n'a rien à l'intérieur, mais par exemple, je vais en parler après, avec les tampons, etc. Je vais y revenir après. Mais si c'est vraiment de retenir comme ça à l'intérieur et de se forcer, entre guillemets, à garder, je dirais pas trop. Par contre, si c'est flux instinctif, dans le sens où, hop, tu te retiens, et puis 2 minutes après, tu vas aux toilettes et tu relâches, là, oui, pourquoi pas. Moi, je sais que je l'ai essayé à mes dernières règles. Bah, du coup, confinement oblige, j'étais chez moi. Et dès que je sentais que ça venait, j'essayais vraiment d'être connectée avec mon corps. Là, j'allais directement aux toilettes. Donc, si c'est comme ça, je dirais oui. Si c'est vraiment trop retenir, je dirais que c'est pas forcément l'idéal. Dis-moi si j'ai bien répondu à ta question ou pas, mais de toute façon, je pense que j'y reviendrai après avec les perturbateurs endocriniens. Ça fait déjà 50 minutes, je vais accélérer un peu. Donc voilà pour l'activité physique. Gestion des émotions, c'est un point hyper important puisque gestion des émotions, psycho-émotionnelles, il y a souvent plein de choses à travailler. Et donc dans ça, moi ce que j'englobe, ça va être méditation, yoga et respiration. La respiration, c'est hyper important. Oui, c'est parfait, merci, super. La respiration, c'est hyper important parce que ça va vous permettre de calmer aussi les crises. Moi, je l'ai expérimenté, c'est vraiment un super effet. Alors, je dis pas au début, ça prend du temps, il faut vraiment s'habituer à le faire régulièrement. Mais tout ce qui va être respiration abdominale et cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, ça se passe en 3 temps, c'est 3, 6, 9. 3 fois par jour, pendant 6 minutes. Non, 6 tours pendant 5 minutes. Ah, attendez, j'ai un trou. Cohérence cardiaque. 3 fois par jour. Oui, 6 respirations pendant 5 minutes. C'est ça. 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Et en fait, la cohérence cardiaque, ça va être juste de caler sa respiration. Par exemple, on va prendre l'exemple d'une vague. Quand ça monte, on inspire. Quand ça descend, on expire. Et en fait, on suit comme ça. Il y a plein d'applications qui existent, comme Respire Relax. Et on cale la respiration dessus. Et ça va permettre de diminuer le stress, soulager des douleurs. Il y a plein de bénéfices, mais il faut vraiment le faire au quotidien. Comme ça, la cohérence cardiaque va permettre de mieux gérer ses émotions. En amont. Et la respiration, donc la respiration abdominale, là par contre, moi je l'utilise quasiment au quotidien, mais en cas de règles douloureuses, de crise, là c'est vraiment hyper important parce qu'en fait, en portant l'attention sur la respiration, on oublie un peu ce qui se passe aux alentours et on vient vraiment porter l'attention sur la respiration et on vient calmer aussi. Parce que quand on respire avec la poitrine, on a tendance à augmenter le rythme cardiaque et nous ce qu'on cherche c'est à calmer tout ça. Donc en respirant avec le ventre, ça va prendre vraiment plus de temps, de longues et profondes respirations. Donc en inspirant avec le nez, gonflant le ventre et en expirant avec la bouche et en rentrant le ventre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Méditation aussi, méditation, allez-y, essayez de le faire vraiment régulièrement parce que plus vous allez méditer, plus ce sera facile. Au début, c'est pas évident, il y a plein d'applications qui existent, Zenfi, Petit Bambou, Evolume, il y a vraiment pas mal de choses, donc faites votre choix. Je disais méditation, respiration, tout ce qui va être aussi... alors après, les autres solutions, ça va être de faire appel à des professionnels, que ce soit de l'acupuncture, de l'ostéopathie, de la kiné. On en parlait tout à l'heure au périnée. Moi, la kiné qui m'a fait du bien, c'est kiné viscérale. Après, si vous avez un kiné qui est spécialisé dans le kiné, ça peut...
dans le périnée, pardon, ça peut aussi vous être utile, mais moi, tout ce qui est viscéral, par exemple, après l'opération, ça a permis d'enlever les adhérences, de tout remettre bien à sa place, de bien travailler dessus, et j'ai vraiment vu la différence au niveau des douleurs, notamment digestives, et aussi de mes règles. Donc n'hésitez pas, il y a plein de choses, il y a l'hypnothérapie, il y a les sexologues, il y a psychologues, il y a vraiment pas mal de personnes qui peuvent vous aider de manière holistique, il faut vraiment faire appel à eux. Et puis le sommeil qui est important, donc avoir un bon sommeil, dormir assez, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure aussi, mais un des symptômes c'est la fatigue chronique. Il faut vraiment prendre du temps pour soi, bien se reposer, bien dormir. Après tout ce qui va être aromathérapie, phytothérapie. Donc j'ai noté ma petite synergie d'huile essentielle pour les douleurs de règles. Donc par contre pour les huiles essentielles, faites bien un test dans le creux du coude. Vous mettez une goutte de chaque huile essentielle que vous avez besoin d'utiliser et vous attendez 24 à 48 heures pour voir s'il n'y a pas de réaction allergique. C'est vraiment très important. Et ensuite, si tout est ok, donc la petite synergie, c'est 5 gouttes d'huile essentielle de Golteri couché, 3 gouttes d'huile essentielle de basilic, 3 gouttes d'huile essentielle de camomille romaine ou noble, 2 gouttes d'huile essentielle de laurier noble, et enfin 25 gouttes, ou même un peu plus, d'huile végétale de calophylle. Si vraiment vous n'avez pas cette huile végétale là, prenez-en une classique, hein. Amande douce, même huile d'olive, ça fera très bien l'affaire. Et donc avec Golteri, basilic, camomille et laurier, ça vous fait un bon combo. Vous mélangez tout ça dans un petit ramequin et vous faites des massages au niveau du bas-ventre. Au niveau de phytothérapie, il y a pas mal de plantes qui peuvent venir soutenir aussi. Les feuilles de framboisier pour les crampes utérines, des congestions de l'utérus. Vous avez le gâtillier pour les règles douloureuses et le syndrome prémenstruel. La bourse à Pasteur pour les règles qui sont très très abondantes, voire hémorragiques. Donc voilà le petit point. Et puis donc je vais un peu plus vite parce que je vois qu'il y a des personnes qui s'en vont et que ça fait déjà 55 minutes. Je regarde ce que je vous ai pas dit. Oh oui, n'hésitez pas s'il y a des atteintes, notamment que les rapports sexuels sont difficiles, surtout la pénétration. C'est pourquoi pas de voir une sexologue et sinon de prendre du temps pour vous, pour découvrir vos parties intimes, pour discuter avec votre partenaire et pourquoi pas essayer le slow sex avec des manières différentes de faire l'amour et des choses qui ne vous font pas mal parce que si vous avez mal, vous n'avez plus envie, surtout quand il y a des traitements hormonaux, souvent la libido elle est carrément en berne. Donc vraiment le dialogue, il faut qu'il soit ouvert avec votre partenaire. Et donc il y a aussi tout ce qui est développement personnel, psychologie positive. Je vais passer brièvement là-dessus et je voudrais juste terminer avec les perturbateurs endocriniens pour revenir sur Aurélie, le flux instinctif, du coup c'est un peu lié. Les perturbateurs endocriniens, c'est bon pour personne. Ça vient perturber les hormones à l'intérieur du corps, de l'organisme. Et en cas d'endométriose, faut faire encore plus attention. Donc les perturbateurs endocriniens, ils sont dans les produits cosmétiques, dans les produits de nettoyage, dans la cuisine, ils sont partout. Par exemple, pour vous donner une idée, ça va être de remplacer le film alimentaire en cuisine par des wraps, par des charlottes en tissu, des choses qui se réutilisent. Ça va être de remplacer vos contenants en plastique par des contenants en verre. Les pailles, les remplacer par des pailles en inox. Donc c'est un peu alternative zéro déchet. Ça va être aussi dans la salle de bain de ne pas prendre du gel douche comme ça je sais pas, je ne sais plus combien ça coûte, 1 € chez Carrefour. Ça va être qui est dans un contenant en plastique. Ça va être plutôt d'acheter un savon en vrac dans une épicerie vrac ou un savon solide, de faire votre déodorant, votre shampoing. Alors peut-être que vous n'avez pas le temps et que ça vous intéresse pas, mais essayez que ce soit pas forcément dans des contenants en plastique. Au moins si vous voulez pas les faire, si vous aimez pas ça, achetez-les en vrac. Maintenant même sur internet, même l'Amazona fait des brosses à dents en bambou recyclable. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses qui existent aujourd'hui. Regardez aussi sur le site Casidomi, il y a vraiment pas mal de choix. Et surtout, le point qui est le plus important au niveau des perturbateurs endocriniens, c'est j'ai le mot qui m'échappe, les serviettes et les culottes menstruelles. Parce que ça, c'est vraiment horrible. Déjà, là, on en parle parce que les gens disent n'utilisez pas de serviettes hygiéniques pour vous faire un masque parce qu'il y a des composés chimiques dedans. Donc, faut pas le mettre sur la bouche, mais le fait qu'on le mette sur son vagin,
ça pose pas forcément de questions. Enfin, là, je pense qu'on va peut-être en parler un peu plus dans les médias, mais surtout, s'il vous plaît, si vous utilisez des serviettes et des tampons jetables, qu'ils soient bio et qu'ils soient bio, parce qu'en fait, quand ils sont bio, ils sont pas traités au chlore, il n'y a pas de parfum, on n'irait pas se mettre du parfum au niveau du vagin. Donc, faut se dire qu'une serviette hygiénique, même si encore une fois, il n'y a pas de jugement, hein, mais une serviette hygiénique avec du parfum, non, pas du tout. Une serviette hygiénique classique, non plus. Il faut vraiment qu'elle soit bio pour les serviettes et les tampons. Si jamais vous voulez d'autres alternatives, ça peut être aussi la cup, même si moi personnellement je suis pas forcément pour la cup, parce que justement ce que je disais à Aurélie tout à l'heure, c'est que le sang va stagner et va rester, et surtout quand les personnes la gardent toute une nuit ou toute une journée et que le sang stagne à l'intérieur, c'est pas bon. Ça peut créer des chocs toxiques. Donc les tampons ou le sang qui reste trop longtemps à l'intérieur, ça peut créer des chocs toxiques. Il y a des reportages sur internet, vous marquez choc toxique, même Arte avait fait un super reportage là-dessus. Évitez au maximum. Moi, ce que je vais vous conseiller, donc soit serviettes et tampons bio si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, sinon c'est serviettes et culottes lavables. C'est une révolution, je vous l'assure. Moi, pourtant, ayant des règles hémorragiques, et là, j'ai essayé de faire le flux instinctif, c'est vraiment une libération. Moi, je suis plutôt culotte, pardon, parce que je me sens vraiment bien protégée, ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Mais serviettes ou culottes lavables, c'est une révélation. Il y a plein de marques sur internet, dans ma culotte, Fempo, Réjeanne, Moods. Il y a vraiment pas mal de choix. Si vous voulez, je pourrais vous les mettre en commentaire si ça vous intéresse. Et ça, c'est vraiment un point hyper important, c'est les protections, s'il vous plaît. Faites attention à ça, c'est hyper important, surtout en cas d'endométriose. Moi, avant, je passais un paquet de serviettes hygiéniques par jour, au moins. Là, la nuit, je mets une serviette lavable dans une culotte lavable. La nuit, c'est nickel, ça passe très très bien. Donc voilà pour ce point-là. Je regarde si j'avais pas alors les autres questions. Comment être sûr qu'on est atteinte d'endométriose? C'était Pauline Hydrac qui m'avait demandé ça. Donc comment on peut être sûr? C'est ce que je disais au début, les examens que je conseillais. Et puis en fait on peut pas être sûr, enfin on peut vraiment jamais être sûr avec les examens si ça se voit pas. Malheureusement parfois ça ne se voit pas, mais les symptômes sont là. Et moi je dis qu'il faut surtout trouver, faut être bien accompagné, un gynécologue qui va être à l'écoute, qui va prendre le temps d'écouter tes douleurs et qui va tout mettre en place pour mettre un diagnostic, pour poser le diagnostic. Et si à l'imagerie ça se voit pas, eh bien les symptômes parleront d'eux-mêmes en fait. Remède naturel, on a vu. Laetitia, tu m'as demandé les autres moyens pour le diagnostic, donc je les ai dit en début de vidéo. Est-ce que ça évolue dans le temps? Oui, l'endométriose évolue. On ne sait pas comment ça vient, on ne sait pas comment ça se développe. Moi, je pars du principe qu'en mettant en place plein de choses anti-inflammatoires, comme je vous ai expliqué, de l'alimentation, l'activité physique, du yoga, des respirations, des huiles essentielles, des plantes, il y a pas mal de choses qui existent. On peut essayer de contenir ça, mais malheureusement, parfois, malgré tout, ça continue d'évoluer. Les médecins disent qu'il faut prendre une contraception hormonale pour que ça stagne et que ça ne revienne pas. Malheureusement, il y a des femmes qui sont sous ménopause artificielle ou sous pilule, la maladie revient et s'aggrave. Il y en a d'autres qui ne prennent rien, ça s'aggrave aussi, ou alors ça ne revient pas. C'est vraiment hyper aléatoire. Avoir de l'endo sans avoir mal, oui, c'est l'endométriose asymptomatique. Donc là, malheureusement, si t'as pas de douleur, c'est plus au moment où tu essaieras d'avoir un enfant et qu'il y aura des examens médicaux et tu verras qu'il y a de l'endométriose. Si elle n'est pas asymptomatique, tant mieux, ça va pas te pourrir la vie. Le seul souci, c'est qu'il faut faire attention par rapport à la fertilité. Et puis, question pour le sport, et Pantika, excuse-moi si j'écorche ton prénom, qui m'avait dit quelle solution naturelle. Donc voilà, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser tout de suite. Le temps que moi je les vois, il va se passer quelques instants. Voilà, j'ai fait vraiment le tour sur ce qui me paraissait important. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc j'ai une page Facebook et surtout un compte Instagram que j'alimente au quotidien. Donc l'Instagram c'est Céline avec le tiré du bas Carel. C-A-R-E-L comme mon nom. Donc Céline-Carel sur Instagram. Sur Facebook, c'est Céline Carel. Je crois que pour trouver, c'est Céline Carel blog.
BLOG. Et je pourrais vous mettre les liens. Et sinon, mon site internet, c'est célinecarrel.com. Donc voilà, et sur le site internet, vous pouvez retrouver des articles sur l'alimentation anti-inflammatoire, sur le yoga, sur l'endométriose, sur la naturopathie en général. C'est vraiment pas mal de sujets qui sont liés à ça. Et aussi, si vous voulez plus d'informations sur mon e-book pour avoir vraiment tout en détail, parce que évidemment, il fait 82 pages, donc il est assez complet. Si ça peut vous intéresser, et surtout si vous avez des questions que vous voulez me poser en message privé, n'hésitez pas à m'écrire, ou là si vous regardez en replay, de me poser des questions sur le live, je reviendrai pour y répondre, m'envoyer un message privé sur Facebook ou sur Instagram et j'y répondrai avec grand plaisir si je peux vous aider. Moi au quotidien j'utilise tout ça pour me sentir mieux et j'accompagne des femmes atteintes d'endométriose ou d'adénomiose, pour avoir une vie plus sereine et mieux appréhender les douleurs. Donc je vois pas de questions, je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas du tout de questions ou si c'est parce que c'est trop en décalage. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, juste à me dire voilà qu'on se retrouve, j'espère bientôt. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté pendant un peu plus d'1 heure. Je pensais pas parler aussi longtemps toute seule devant la caméra puisque du coup il n'y a pas vraiment d'interaction à part avec les commentaires. Merci vraiment du fond du cœur d'avoir été présente. Si j'ai pu aider au moins une d'entre vous à répondre à vos questions, c'est vraiment ce qui me fera le plus plaisir. Faut vraiment parler de l'endométriose pour que y ait plus de professionnels qui soient formés et que l'errance médicale soit moins longue. Et surtout que les femmes qui sont atteintes savent qu'en fait il y a des moyens de se sentir mieux de manière naturelle et vraiment d'être accompagnée pour vivre ça plus sereinement. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Agnès, merci Agnès, merci Noémie. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Merci encore à toutes. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis, merci encore. Voilà. Bonne soirée à tous. Ciao!